vient cette voiture? Elle vient malheureusement récupérer une épave dans les conditions où elle était stockée entre les années 50 et 90, malheureusement a fini de la détériorer. Quand je suis arrivé chez le propriétaire, où est la Berlier? Alors il me dit, elle est derrière ma maison. Alors, je fais le tour de la maison, bien sûr. Une ferme, c'est vaste. Autour de la maison, rien du tout. Par contre, au fond du pré, un taillis. Bon, j'ai dit, je pense qu'elle est là-bas. Alors le paysan confirme, oui, elle est là-bas. Il a donc fallu venir avec un outil pour dégager l'épave, du moins ce qu'il en restait, pour arriver à savoir que c'était une voiture. On est plus proche d'un tas de tôle que d'une voiture. J'ai dit oui, mais vu la rareté du modèle, il serait quand même intéressant de la restaurer. Et effectivement, c'est une voiture qui existe actuellement en 3 exemplaires, donc il était nécessaire d'essayer de la sauver. Bon, donc le problème, c'était déjà de pouvoir la transporter. Et pour la transporter, ça a quand même été la croix et la bannière, parce qu'il a fallu la déposer sur un châssis, mais comme le châssis du véhicule était complètement détérioré, la voiture ne se tenait plus, et il a fallu la prendre avec un Manitou pour la poser sur le plateau. Mais au fur et à mesure que le Manitou levait la caisse, la voiture se pliait. Enfin, par miracle, on a réussi à la mettre sur ce camion, mais un problème, le pont dépassait du plateau. Il a donc fallu faire un calage pour que le pont tienne en stabilité sur le véhicule. Et le convoi est parti. Arrivé à sa destination, il fallait décharger le véhicule. Et là, pas de Manitou. Donc, il fallait démonter les voitures dessus le camion pour empiler les pièces les unes à côté des autres dans son lieu de stockage, afin d'éviter de trop la déformer pour la future restauration. Voilà. Là, c'est la livraison du véhicule. C'est donc un moteur de 11 chevaux, culbuté de surcroît, en plus 4 vitesses. C'était déjà à l'époque un véhicule de haut de gamme. C'était combien de vitesses d'habitude? Ça tournait autour de 3 vitesses à l'époque, à l'exception de certains véhicules. Par contre, Berlier était très en avance. On pourra en parler un peu plus tard sur une autre véhicule Berlier qui sort en 1922, qui a quand même un moteur culbuté avec 4 vitesses. Donc, Berlier était le précurseur de la boîte à plusieurs rapports, d'où la 4e qui était très importante. Renault, lui, par contre, a mis longtemps avant de pouvoir l'accepter. Voilà. Et pourquoi tu as fait celle-là plutôt qu'une autre? Celle-là, tout simplement parce que j'avais envie de faire un gros cube, et la Berlier rentrait dans mes cordes. Un véhicule comme celle-ci, qui est un seul exemplaire connu de la part de chez Berlier, de la Fondation Berlier. On a un modèle de 1933, un modèle 35, c'est donc celui-ci, et un modèle 39 avec caisse de 402. Donc, c'est toute l'évolution Berlier qui, à partir de 39, abandonne l'automobile au profit des camions. Je dirais que cette Berlier est un véhicule très rare et que c'est une vraie joie de pouvoir en avoir côtoyé une de près. C'est une superbe voiture qui était d'un niveau très élevé à l'époque. Élevé, c'est-à-dire? Élevé en prix, qui touchait une couche sociale élevée, c'est-à-dire la bourgeoisie ou l'aristocratie. Il y avait très peu de gens qui avaient les moyens de s'acheter une Berlier de ce type-là, de ce type de cabriolet à cette époque-là. Elle était au même niveau que d'autres grandes voitures de marques telles que de l'Age ou de la Haye, et d'autres grands carrossiers de l'époque, effectivement. C'est la raison pour laquelle il y en a eu très peu et qu'il n'en reste qu'une. Et ça, c'est exceptionnel, parce que même la Fondation Berlier l'a pas. C'est une grande chance de pouvoir en côtoyer une. Alors, on peut revenir éventuellement sur le prix d'achat de ce véhicule, puisqu'en 1935, un véhicule qui coûte 39 000 francs, à mon avis, un petit ouvrier, dirais-je bas de gamme, malheureusement, je ne veux pas dénigrer la profession, était loin de gagner une telle somme. Donc ça voulait dire
Ça voulait dire qu'il fallait quand même plusieurs années pour pouvoir acquérir ce véhicule. À la louche, combien d'années? Moi, je dirais une quinzaine d'années. Pour un véhicule. En mettant son plein salaire dans l'achat du véhicule. Pourquoi tu as voulu la 1144? Pourquoi tu te l'es appropriée tout de suite? Je l'ai voulu parce que la première chose, parce que j'en ai plusieurs choses. Parce que la première chose déjà, c'est parce qu'elle est bleue et bleu c'est ma couleur préférée. La deuxième chose, c'est parce qu'elle a un design que j'aime bien. Elle est belle. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup moins de cabriolets de produits que de berlines. Les berlines, étant donné qu'elles étaient utilisées différemment, ont été mieux préservées, en fait, parce qu'elles ont été reprises en seconde main par d'autres professions qui les ont utilisées encore pendant des décennies, alors que les cabriolets, eux, étaient beaucoup plus difficiles de réutilisation, à moins de les couper et de les transformer. C'est vrai. Ce qui a été le cas pendant la guerre, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Beaucoup de cabriolets ont été transformés en véhicules utilitaires pour avoir les bons d'essence. Chose que le cabriolet n'a pas pu subir. Donc ils ont été abandonnés à leur sort, malheureusement. Et on connaît le résultat, la disparition de ces cabriolets ainsi que des speeders et du reste. Tu l'as faite quand et de quand à quand? Alors, de quand à quand? Alors, de 95, non, de 85 à 95. Combien d'heures? On va me poser forcément le temps. Tourne autour de 3500 heures, comme pratiquement toutes les voitures de ce calibre, et avec la quantité de restauration qu'il y a à faire entre la mécanique, le bois et la tôlerie. La Morgane, combien de temps? Non, c'est un travail assez rapide. Ça s'est fait sur 3 à 400 heures, pas plus. Elle est relativement simple, une petite carrosserie de moto, donc c'est pas comparable avec la Berlier. Et quand même, 300-400 heures, pour une voiture c'est normal, mais en vrai, c'est long. C'est bon? Pourquoi la Morgane? C'est un héritage. C'est un héritage et la personne qui me l'a donné, quand il a vu la restauration de la Berlier, il m'a dit il n'y en a qu'un qui pourra restaurer le Darmon, c'est toi. Et ce monsieur, c'était mon ancien patron, mon maître, celui qui m'a enseigné la carrosserie. Et bien sûr, à sa mort, j'hérite. J'hérite de quoi? Eh bien, j'hérite d'un poulailler sur la commune d'Arfeuil. Et le notaire me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans le poulailler? Et là, je lui ai expliqué, eh bien, il y a un véhicule. Mais quelle sorte de véhicule? Alors, bien sûr, j'ai craché le morceau, c'est un Darmon. Finalement, la comparaison entre la Berlier et la Morgane tombe bien, parce que c'est la Berlier qui a donné la Morgane. Alors, c'est effectivement, comme mon ancien patron m'avait assisté pour l'extraction de la Berlier, et lui-même prétendait que j'étais le seul à restaurer son Darmon, vu le résultat de la Berlier. Donc, j'ai dit, moi, oui, si vous me le donnez, je l'accepte. Alors la différence, pour continuer entre le Darmon, cyclecar et la Berlier, c'est deux clientèles différentes. Une, je recommence à dire, le prolétariat, les gens modestes, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules à 4 roues normales. Et puis à côté, il y a celui qui a les moyens. Alors lui, il peut se monnayer des sommes surprenantes. En fait, je donne la somme de 39 000 € pour l'achat d'une Berlier en 1935. C'est quand même... ça montre la différence quoi, de standing. Morgane, Darmon, c'est quoi? C'est français, anglais? Non, Darmon, c'est un Français qui a construit des véhicules anglais de la marque Morgane dans les années 20. Dans les années 20. Sous licence. Sous licence. Sous licence Morgane. Oui, c'est ça, sous licence Morgane. C'était plutôt des gens qui avaient un peu d'argent pour s'acheter des véhicules. Mais pas suffisamment comme la Berlier. Mais pas assez pour avoir des gros véhicules. C'est-à-dire que la Berlier, elle est plutôt dans une cour de château,
dans les maisons bourgeoises. Voilà, c'était Donc, plus voilà le Berlier, décor. c'était son univers. Voilà le décor. On est d'accord que la Berlier, c'était le top du top du top. C'était le top Oui, du alors, top, c'est le top du top, c'est Bugatti, Oui, c'est pas quand même une Berlier n'est pas au niveau d'une Bugatti tout de même. Pourquoi? Mais bah, Qu'est-ce qui manque? la technique À part le nom. C'est le nom ou c'est quoi? non, la technologie de Bugatti était plus pointue et les prix étaient encore bien plus élitistes. Et Bugatti était Ouais. français aussi. Et Bugatti était fabriqué à Molsheim, effectivement, proche de la frontière allemande, si je ne m'abuse. Et c'était Ettore Bugatti, qui est d'origine italienne, qui avait créé cette marque. Mais là, aujourd'hui encore, ça fait partie de ce qui est le plus coté en matière de voitures dans le monde, avec Ferrari bien sûr. Mais les voitures les plus chères sont les Bugatti, bien sûr. Donc on n'atteignait encore pas le summum avec une Berlier. La clientèle de Berlier est encore intermédiaire par rapport à la clientèle Bugatti. Tout à fait. Voilà. Mais pour la petite histoire, quand on voit qu'on ressort une Bugatti une 35 du lac de Genève et qui est cotée 800 000 €, on se pose des questions. Oui, non, mais là, alors que rien n'est récupérable dans C'est cette... la symbolique, là, c'est autre chose. Rien, On est dans un autre marché. Le marché des œuvres d'art. Ouais, donc, c'est un autre marché. Voilà. Elle est mise en exposition comme une œuvre d'art. Ce n'est plus une voiture, là. On est passé dans une autre dimension. De la Berlier par rapport à la Prima 4, c'est exactement la même démarche. Il faut entièrement la démonter, recontrôler tous les éléments qui permettront à la reconstitution. Seulement, quand on attaque un véhicule avec la rareté de celle-ci, on se demande comment on va pouvoir retrouver des pièces, et ça a été le cas du châssis, où il a fallu le refaire pratiquement, entièrement, parce qu'il avait été déposé, stocké dans la terre, donc complètement détruit. Donc, il a fallu reconstruire le châssis. Alors après la mécanique, il faut trouver un moteur, parce que le moteur qui était dessus, bien sûr, il y a longtemps qu'il était grippé, irrécupérable, les pistons scellés dans les cylindres, donc ça méritait un moteur neuf, enfin neuf. Trouver un moteur qui correspondait au véhicule. Donc j'en ai trouvé un, j'ai été le chercher assez loin, Grenoble, ça fait une bonne distance. Et à partir de là, le pont, j'ai pas pu en retrouver. Donc le pont, lui, il faudrait pas qu'il me lâche un jour, parce que ça serait la cata. J'ai aucune chance de pouvoir remettre le véhicule en. Donc il faut que je l'aménage à l'accélération pour éviter la rupture des trompettes de roue. Mais Voilà, ça c'est technique, peut-être mieux y mettre de côté. Autrement, la carrosserie, on refait du bois, on fait le menuisier, on reconstitue la caisse. Pour la constitution du véhicule, donc j'en étais resté à l'ossature bois, qui a nécessité un recadrage total, puisque bien sûr, avec le seul élément qui me permettait de la reconstituer, c'était les fragments de tôle qui étaient encore de ce monde, qui m'ont permis de voir le volume du véhicule. Donc c'était quand même assez archaïque, on n'a pas d'ordinateur pour tailler la forme du véhicule. Donc voilà comment j'ai recréé. Même des pièces manquantes qu'il a fallu refabriquer, parce que bien sûr, c'est souvent le problème des voitures anciennes, on n'a pas, donc on fabrique, y compris le train avant, il a été refait entièrement, puisque il n'existait pas. Donc elle était posée à même la friche, sauf le pont qui avait été enseveli. Oui, en tant qu'amateur de belles voitures, je dirais qu'on a très envie de la caresser, parce qu'elle a des formes intéressantes. Et oui, donc prendre un chiffon et lui faire un brin de toilette, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sympathique. il est totalement Il faut pas être faux. agréable. Ça n'est pas totalement faux en plus. Alors pour revenir, là il faudrait que tu fasses un plan sur les roues, parce que tu veux comparer une Berlier par rapport à un Morgan, tout est dans la roue.
Tout est dans la roue. Là, on est avec une roue de prestige déjà, le véhicule déjà cossu, d'accord. Tout est dans la conception des roues. Elle est de 1922. J'appelle ça une voiture parce qu'il ne faut pas pédaler pour que ça avance. Hein. C'est pas comme un vélo. Enfin, c'est loin d'être un vélo. Voilà. Donc, cette voiture, elle est différente. L'ancien propriétaire avait customisé de Morgan avec ce genre de volant. Voilà. Un volant de Ford T avec des chaînes à chien. Alors que l'origine c'était celui-ci. Voilà, il est d'époque et il date de 1922 dans son état. C'est quoi ça? Ça c'est le changement changement de palonnier. Parce qu'il y a deux chaînes. Ça passe soit à droite ou à gauche. Donc avec ça on inverse le côté, soit on passe en première, soit on passe en deuxième. Et plus la boîte de vitesse qui n'est pas d'origine. C'était la terre de labour pour rouler, il n'y avait pas de cailloux. Par contre, elle faisait du bruit. Hein. J'ai déjà entendu son moteur. Tu t'en souviens du bruit? Moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens. D'accord. Ici, c'est pour la mise en route. Alors, à l'époque, ils mettaient des carburants très, très puissants, type éther. Ils mettaient et fermaient. Ils faisaient la même opération de l'autre côté. Et bien sûr, ça avantageait le démarrage. Voilà. C'est un mashlove, ça. Mashlove, un peu particulier parce que l'allumage est fait avec double magnéto. Bon, moi j'ai été obligé d'apporter une petite modification puisque c'est deux platines de d'AMI 6, étant donné qu'une seule platine, l'allumage se fait à l'horizontale, alors qu'avec deux je peux régler l'angle. Et là, comme j'ai un angle à 84 degrés, ça m'a permis d'allumer les deux pistons séparément. À l'origine, j'avais qu'un allumeur et je me trouvais qu'un piston déficitaire en allumage. Et à la température, je me disais, c'est bizarre, il n'y a qu'un piston qui fonctionne, effectivement. Il n'allumait pas au bon moment, donc il a fallu apporter cette modification électrique. Ce modèle était distribué avec deux systèmes, à refroidissement par eau et à refroidissement par air. Donc j'ai donc la version par air, comme une moto normale, hein, et celui-ci qui est à refroidissement par eau. Voilà la possibilité de ces moteurs, moteurs anglais, quoi. En 1922, ce véhicule, enfin ce modèle, a tourné à Montlhéry. Il a battu les records de vitesse de l'époque. Et si je vous donne la moyenne horaire, vous allez être surpris. Conduit par une femme, comme quoi les femmes à l'époque étaient peut-être plus hardies que les hommes, à la vitesse de 166 km/h. On est en 1922, ça veut bien dire quand même qu'on savait rouler vite. Avec ça? Avec ces petits véhicules. Le Darmon, 300 kg. 1500. 1425 kg exactement. La conception de ces véhicules n'était pas faite pour faire des créneaux comme on fait aujourd'hui traditionnellement dans les villes. Déjà par le rayon de braquage qui est relativement court, c'était impossible de se garer dans un minimum de place. Donc il fallait un grand parking pour pouvoir manœuvrer. Voilà. En fait, on rentrait au château, on prenait la rotonde, on rentrait au château, on prenait la rotonde, on faisait un demi-tour devant le perron du château et on repartait toujours en marche avant. Voilà. Donc il n'y avait pas de problème. Les places de parking n'existaient pas puisque il y avait la place que des chevaux et des pavés. En fait, ces voitures-là partaient du château de Collonges en Mont-d'Or, par exemple, pour descendre dans la résidence secondaire vers Nice. Dans ces années-là, circuler était complètement différent. D'abord, on circulait essentiellement 2 jours parce que les phares n'étaient pas très puissants. C'était désagréable de tomber en panne mécanique la nuit. Et on était pratiquement seul sur les routes. Donc il y avait
usagers se rendaient d'un point à un autre, de leur résidence principale à leur résidence secondaire, et sans problème, quoi. Et alors sur le plan administratif, alors quelle facilité, les permis de conduire étaient distribués par les mécaniciens du quartier. Ils faisaient faire un tour de cours, 2-3 stops et en avant, parce que les stops entre guillemets c'était des stops du véhicule, pas de la route, et on leur distribuait les permis. Voilà la différence qu'il y avait à cette époque. Alors, braque-toi à gauche, braque-tout, braque-tout. Ouais, bah trop tard, c'est trop loin. Attends, ça a touché. Pas parce que dans les jeux de course, je sais pas rouler, puis dans la voiture. Tu vises bien là. Hein. Et regarde ce que tu fais là. Là, faut que ça passe, redresse. Là, vas-y, braque maintenant, un tout petit peu. Redresse, redresse, rebraque. Braque, 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 braque. Braque, 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 encore, plus. Voilà, redresse. Parfait. Ben voilà, je sais conduire là.